Les préjugés portent aussi sur l'apparence physique. Dans les contes, la laideur est associée à la méchanceté et les frangines de Cendrillon sont aussi moches et viles que leur sœur est belle et gentille. Dès le berceau, la beauté est encensée. Plusieurs études scientifiques ont démontré que les jardinières d'enfants accordent davantage de temps et d'attention aux bébés les plus mignons. La taille également véhicule toutes sortes de clichés. Les petits requins sont nettement moins valorisés que les grands molosses. Et diverses recherches prouvent que les hommes politiques de haute stature ont nettement plus de chances d'être élus que les politiciens de petite taille. Même s'il y a de minuscules exceptions à la règle. On peut vérifier l'impact de ce stéréotype grâce à une expérience. Bonjour. Entrez. Bonjour. Voilà, je vous présente Monsieur Desmeules, qui est le nouveau responsable des magazines d'information et qui avait envie de voir un peu ce qu'on faisait, parce que je crois que vous appréciez Spécimen. On prend un figurant de taille moyenne, 170 cm. On le présente à un groupe de spécimens en le faisant passer pour un homme important. Et pour le valoriser, on se montre très déférent à son égard. Je vous laisse sortir. Après quoi, on demande au spécimen de citer les principales caractéristiques de cet homme, notamment d'évaluer sa taille. Est-elle plutôt petite, moyenne ou grande? Eh bien, le résultat est très révélateur. Le figurant, qui mesure 170 cm, est vu plus grand, jusqu'à 175 cm. Deuxième cas de figure, avec un autre groupe de spécimens à qui on présente le même figurant. Bonjour. Juste, je vous interromps un petit instant parce que je suis avec Monsieur Desmeules, qui est le concierge responsable de l'étage. Et je voulais juste lui montrer un peu comment ça s'installe. Cette fois, on le fait passer pour le concierge et on le traite sans égard particulier comme un subalterne. Merci. Alors, tu mets ta lettre. À leur tour, les spécimens évaluent la grandeur du figurant. Dans le rôle du concierge, il perd 5 cm par rapport à sa taille réelle. D'après nos stéréotypes, tous les chefs sont grands, tous les concierges sont petits, et aux États-Unis, tous les Afro-Américains sont suspects. Cette impression est non seulement fondée sur un fort préjugé contre les Noirs, mais aussi sur une confusion due à la méconnaissance des races différentes. Dans le regard d'un Blanc, tous les Noirs se ressemblent. C'est en tout cas ce que démontre une terrible méprise qui s'est produite en mai 2000 à Jacksonville, en Floride. L'affaire commence avec le meurtre d'une femme abattue sous les yeux de son mari par un jeune noir qui prend la fuite. Quelques heures plus tard, la police amène un jeune homme sur les lieux du crime pour l'interroger. Il n'est pas suspect. Pourtant, après l'avoir très brièvement observé, le mari de la défunte l'identifie immédiatement comme étant le coupable. Sur la base de cet unique témoignage oculaire, le jeune homme est traîné devant un tribunal. Il aura beaucoup de peine à convaincre les juges que son visage a été confondu avec celui d'un autre noir, sous l'effet de ce que les scientifiques appellent le phénomène de l'autre race. On a beaucoup d'exemples, malheureusement, qui ont des conséquences catastrophiques dans les témoignages oculaires. Et ce qui se passe, c'est que dans ce phénomène de l'autre race, on a une tendance naturelle et sincère à dire « oui, c'est la personne que j'ai vue », alors que malheureusement, il ne s'agit pas de la bonne personne. Pour comprendre le mécanisme qui induit cette confusion, il faut observer la façon dont le cerveau identifie les visages. On montre à un spécimen blanc des faciès de type asiatique et européen. Puis on mesure dans la zone cérébrale dédiée à cette tâche le moment précis où le visage est reconnu. On a une toute petite région du cerveau qui se trouve surtout à droite, dans le cortex occipito-temporal, et qui, dans une centaine de millisecondes, va être sensible à l'information race. C'est-à-dire qu'elle va faire la différence entre un visage qui lui est familier, de sa propre race, et un visage qui lui est non familier. Et ce que nos données montrent, c'est que non seulement elle va faire cette discrimination très vite, mais qu'elle a besoin de moins d'informations pour la faire. C'est-à-dire que si c'est un visage d'une autre race,
Elle va détecter un signal beaucoup plus rapidement que si c'est un visage de notre propre race. Et comment on explique cela? C'est vraiment comme par exemple si je vous mettais un livre devant vous et que ce livre est écrit en islandais, vous allez dire c'est un livre, c'est en islandais, vous allez vous arrêter là. Si je vous mets un livre devant vous et que c'est en français, automatiquement vous allez essayer d'extraire plus d'informations, vous allez commencer à lire les quelques phrases sur lesquelles vos yeux se sont posés. Et ça veut dire quoi? Ceci prend plus de temps et vous extrayez plus d'informations. Donc l'information que vous allez extraire des visages de votre propre race est plus riche et plus appropriée, donc vous allez mieux les reconnaître. Mais ne croyons pas que nous sommes les seuls à nous tromper. La même réaction se produit chez les Asiatiques face à des visages européens. On est donc toujours l'étranger de quelqu'un. D'où un effet miroir qui fait que les stéréotypes se mêlent et s'entremêlent. Chacun renvoie ses préjugés à la figure de l'autre. En d'autres termes, on refile au suivant la patate chaude de la discrimination.